Pourquoi tu veux faire ce projet et qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas ce projet? C'est les deux pierres angulaires pour mettre les gens en action. S'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est un leader visible et qui comprennent en fait que on est obligé de passer par là pour X et Y raison et qu'il y a une bonne raison d'insuffler un changement. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour et bienvenue dans Culture Talent. Aujourd'hui, j'accueille Anne Bierry, qui est directrice de la conduite du changement chez Criteo. Bonjour Anne. Bonjour Florence. Alors, je suis vraiment très contente qu'on ait l'occasion de t'entendre aujourd'hui. On se connaît depuis un moment et tu es une invitée qui a un profil génial à plein de points de vue, mais notamment parce que tu es à la fois quelqu'un qui rayonne énormément, tu vas nous parler de tes talents, moi c'est ce que je perçois chez toi, et en même temps qui fait preuve d'une efficacité assez redoutable. Et c'est un mix vraiment puissant, donc j'ai vraiment très très hâte qu'on t'entende. On est dans les locaux de Criteo, dans le 9e arrondissement, où donc tu es aujourd'hui directrice de la conduite du changement. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de Criteo, qu'on puisse vous situer à part en termes géographiques? Alors Criteo, c'est une société française qui est maintenant cotée à la bourse américaine. Je crois qu'on a été une des premières licornes françaises. Ouais. On travaille donc dans ce qu'on appelle l'AdTech, Advertising Technology, c'est-à-dire en fait que notre algorithme nous permet de pousser la bonne pub à la bonne personne au bon moment. Donc c'est des pubs digitales sur Internet et on est présent dans tous les pays. En France, on est à peu près 1000 parce que c'est notre siège social et que c'est notre historique, mais on est 3500 dans le monde. Moi, quand j'étais embauchée, c'était juste après l'IPO, l'introduction au Nasdaq. On embauchait 50 personnes par mois. Et avec une exigence de process qui était très très élevée du fait de notre cotation au Nasdaq, parce qu'il y a du contrôle interne très très rigoureux en fait, notamment quand on est une entreprise étrangère cotée aux US. Ok, alors on aura l'occasion peut-être de revenir sur certains de ces aspects, de la manière dont toi tu as apporté ta pierre à l'édifice. Aujourd'hui, il y a quelque chose de remarquable aussi dans le rôle que tu exerces, c'est que tu cumules plusieurs casquettes. À la fois, tu es en charge de la conduite du changement, mais tu es aussi coach certifié, alors certifié talent, mais également coach en voie de certification par l'ICF. Donc, tu as vraiment fait des choix assez distinctifs, je trouve. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, qu'on sache comment on en arrive à exercer aujourd'hui ces trois casquettes. Alors mon parcours, oui, je pense qu'il est assez inhabituel. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'administration des ventes. Au début que j'ai travaillé dans l'administration des ventes, mon département de rattachement était la supply chain. Sauf qu'en fait, l'administration des ventes, ça peut rapporter à plein de services différents. Et je pense que ça a été aussi une chance pour moi, parce que ça m'a fait découvrir différents services en gardant en fait le même métier. Et ensuite, le deuxième job que j'ai pris en tant que responsable de l'administration des ventes, rapportait à une direction commerciale. Donc ça a donné une autre teinte en fait à passer du côté prod ou delivery entre guillemets au côté commercial, vendre, donc le front. Tout à fait différent, pas du tout les mêmes enjeux, le même mindset. Et ensuite quand je suis arrivée chez Criteo, donc j'étais responsable de l'administration des ventes et de la compta client, et ça rapporte toujours à la finance. Et donc là, je suis arrivée dans un métier que je ne connaissais pas du tout, qui était la comptabilité. Mais parce que mon background, c'était la sales administration. Et alors, dans tous ces différents rôles qui sont très différents contextes, si tu devais dire ce qui t'a plu et quel est le fil rouge du point de vue de tes motivations, ton plaisir à faire, c'était quoi? Je dirais l'humain. J'ai commencé en contributeur individuel, mais assez rapidement, au niveau d'une carrière en tout cas, je suis passée manager. Pour moi, l'enjeu c'était de faire grandir, mais j'avais pas cette lecture à l'époque parce que voilà, j'ai pris un peu de maturité, mais c'était de former. Pour moi, le début en fait, comment je suis un peu tombée dans le développement quand j'ai commencé à faire du management, c'était de former les gens, leur apprendre des choses, et c'est ça qui me plaisait notamment.
Ok. Alors, tu as dit quelque chose quand on préparait qui m'a frappé. Tu as dit qu'un manager, un de tes managers dans le passé, t'avait appelé une formidable trousse à outils multifonctions. Raconte un peu. C'est parce que donc quand j'étais responsable de l'administration des ventes et responsable de la comptabilité. J'ai fait ça pendant 4 ans, c'était à la finance, et ensuite on m'a proposé d'être chef de projet sur un projet qui était de refonte du processus de facturation qu'on appelle order to cash. Et ensuite, via ça, comme il y avait beaucoup de changements dans ce projet-là, c'était assez structurel, notamment pour les commerciaux, il y avait beaucoup de change management, et donc par la suite, il y a toujours eu des dérivés. C'est pour ça que mon profil peut paraître un petit peu inhabituel, mais en vrai, il y a un vrai fil rouge qui a été l'administration des ventes dont je viens de parler. Et ensuite, des changements liés à un projet de refonte d'un processus. Et de là, on m'a proposé un rôle de conduite du changement dans une équipe de transformation. Ok, donc en fait, c'est comme si tu étais un petit peu remonté d'un cran et sorti du processus concret pour remonter vers comment on accompagne. Ok, on y reviendra parce que je pense que c'est vraiment passionnant, à la fois en termes organisationnels, mais aussi dans ce que toi tu apportes comme contribution. Alors, tout le monde se pose la question, oui d'accord, Anne Bierry, super, directrice de la conduite du changement, top, mais c'est quoi ces talents? La question c'est qu'est-ce que c'est tes talents et aussi peut-être comment tu les as découverts, comment c'est arrivé? Alors, mes talents, donc c'est positivity, restaurative, harmony, achiever et relator. Comment tu les as découverts et quel effet ça t'a fait au début là quand tu as découvert ces 5 mots? Alors, moi, je les ai découverts avec toi je crois que c'était en 2017 ou on va dire 2017. Et en fait, moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc, quand on m'a parlé de ça, quand on m'a dit, un test psychométrique, je me suis dit, un test comme j'ai pu faire dans Glamour et Cosmopolitan quand j'avais 17 ans, je suis très, très terre à terre. Et en fait, quand j'ai vu le résultat, je me suis retrouvée à 100%. Donc là, j'ai un peu changé d'attitude, on va dire. Parce que je peux avoir des idées un peu préconçues, mais je suis tout à fait capable de changer d'avis. Et positivity, 100%. Restauratif, j'aurais pas mis des mots comme ça. Harmonie, oui, je me reconnais. Et même quand tu étends jusqu'au top 12 au minimum, je m'y reconnais totalement. Ok. Donc l'histoire que nous partage Anne, c'est un petit peu au début, et c'est le cas de beaucoup de personnes, moi compris. Je dis c'est sympa, encore un truc qui va me mettre en boîte, j'ai pas trop envie. Et aujourd'hui, donc X années plus tard, on en est à non seulement je me reconnais, je fais fructifier mes talents, mais j'aide les autres à les faire fructifier. C'est quand même extra. Raconte-nous un petit peu comment toi tu incarnes ta positivité. Tu m'as dit ça peut avoir un petit côté naïf par moment, mais alors quand j'ai vu ça, j'ai pas été étonnée dans le sens où j'ai toujours vu que je voyais le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide par rapport à d'autres gens. Mais je m'étais dit c'est sympa, mais j'avais pas conscience que c'était une force incroyable. Et puis finalement, petit à petit, j'ai découvert que c'était même, je vais oser dire un super pouvoir, parce qu'en fait, dans ma carrière où j'ai fait plein de choses différentes, en fait, moi, je me pose pas la question. Parfois, on m'a proposé des postes qui étaient un peu ambitieux, on va dire. Par exemple, quand je suis arrivée chez Criteo, j'étais responsable de l'administration des ventes, mais j'avais pas du tout de background compta. Donc, je me suis retrouvée devant le CFO qui m'a dit, votre background compta, il y avait rien en fait dans la job desk qui mentionnait spécifiquement point par point. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? Alors je lui ai dit c'était pas du tout de la provocation, c'était tout à fait naïf. Je lui ai dit en fait dans la job desk, j'ai rien vu de comptabilité. Là, c'était spontané. C'était tout à fait spontané et a priori ça a plu. Mais juste pour dire en fait que j'ai une petite tendance à pas me poser la question en fait si j'ai envie de le faire. Je me dis je trouverai une façon. Je trouverai une façon de le faire. Alors des fois c'est plus ou moins douloureux ça peut être mais je trouve des solutions. Ok. Et alors, trouver des solutions. Alors, si tu me fais une passerelle non prévue mais géniale sur ton deuxième talent, restaurative, dont on se disait un mot juste avant de démarrer, restaurative a justement trouvé des solutions. Donc, c'est une alliance
assez exceptionnel en fait. Ouais, je pense que c'est être capable de décortiquer quelque chose, notamment à l'époque où on s'est vu, c'était des process qui étaient un petit peu dysfonctionnels entre guillemets, parce que la société était encore jeune, c'était pas le même niveau d'exigence, de documentation, de rigueur. On était une ancienne start-up, on était en train d'être coté à la bourse américaine. Donc là, d'un coup, il y a une énorme marche à monter en termes de process justement. Voilà, donc c'était prendre à la fois, c'était en fait de mettre plus de rigueur dans les process, mais c'était aussi la scalabilité, parce que je vous ai dit, on embauchait 50 personnes par mois, donc au niveau global. Hein. Oui. Mais moi, en fait, mon ambition, ça a toujours été d'avoir des petites équipes. Parce qu'autour de moi, tout le monde embauchait, on faisait des plans de recrutement, tout le monde disait, moi, je veux 2 personnes, 3 personnes par an, parce que tu comprends, on a 50% de croissance, du coup, c'est mécanique. Et en fait, moi, je me disais, je serais plus fière, en fait, d'avoir réparé un truc qui fait que le process est scalable et que je demande pas à recruter 3 personnes, plutôt qu'avoir une équipe de 25 personnes, quoi. Ouais. Ok. Donc déjà là, on entend aussi certains autres de tes talents, notamment le relator qui peut-être se dit on fonctionne bien en petite équipe, c'est efficace, c'est clair, c'est authentique, c'est sincère et on est bien soudés également. Ok. Donc restaurer. Et puis, tu as aussi un autre talent que tu as mentionné tout à l'heure, harmonie. Alors raconte-nous, parce qu'harmonie, c'est pas forcément un talent super fréquent en top 5, et je crois que tu as une manière très particulière de t'en emparer. Tu parlais de naviguer en eau trouble. Oui. Écoutez bien. Notamment à l'époque, peut-être un manager que tu connaissais m'avait dit qu'un de mes talents, c'était de naviguer en eau trouble. Donc sur le moment, j'avais pas trop compris. Enfin, si j'avais compris, mais j'avais pas mis peut-être autant de couleurs derrière ça. Et en fait, je me rends compte, et encore par la suite, je me suis rendu compte que j'étais capable de faire des traits d'union parfois entre des gens, de trouver des solutions, de trouver un point d'entente. J'ai travaillé dans des équipes qui étaient vraiment, ou dans des projets, notamment des projets business versus IT, où je peux dire que c'était vraiment compliqué. C'est difficile. Difficile. Et donc moi j'essayais, qu'on trouve un terrain d'entente. Est-ce que on peut au moins, parce qu'une des bases de la résolution des conflits, c'est où est-ce qu'on est d'accord, enfin où est-ce qu'on peut commencer. Sur quelle base en fait d'entente on peut commencer. Donc je me suis rendu compte qu'en fait aussi on m'utilisait aussi un petit peu comme ça. Après pour moi c'est pas facile harmonie, parce que j'ai tendance à je sais que je peux être enclin à trouver des compromis et peut-être faire un petit peu trop le dos rond parfois. Donc je fais attention à ça. Alors comment tu t'en rends compte du dosage et de comment dire, le revers de la médaille quand il se manifeste? Je pense qu'en fait c'est à un moment donné, je peux faciliter, je peux arrondir les angles, et quand à un moment donné en fait ça me semble plus raisonnable, là où je serais tentée en fait de continuer à ne plus être raisonnable, à faire trop de compromis, je me dis en fait là objectivement Anne, c'est trop de compromis, donc il faut quand même que tu tiennes ta position, en fonction de la situation. Mais c'est quand je me rends compte souvent que c'est pas raisonnable, et c'est vrai qu'avant j'avais tendance à taire en fait cette partie-là, me dire c'est pas raisonnable, mais bon on va quand même le faire. Et maintenant, j'essaie de faire attention à ça. Et du coup, ça, c'est un chouette parcours de développement. Comment tu dirais que le fait de connaître tes talents t'a aidé à ça? Déjà, c'est toute la philosophie du Clifton Strength, c'est l'awareness, quoi. C'est déjà prendre conscience. Comme je t'ai parlé de positivity, alors oui, je savais, mais j'en avais pas pris conscience. Et ensuite, la philosophie aussi derrière, c'est d'être intentionnel avec tes talents. Enfin, qu'est-ce que tu fais de ton talent pour que ça devienne vraiment une force, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple à partager avec nous d'un talent un peu avant, entre guillemets, au brut, quelque chose qui était bien toi, spontané, et de comment t'en as fait une force, ou peut-être d'un mix de talents? Je suis sûre que je pourrais t'en trouver plein, mais je pense notamment à Who, tu sais, le fameux Who. Voilà, je crois qu'en français ça s'appelle charisme, mais moi j'aime bien l'appeler se mettre les gens dans la poche, parce que winning other over, c'est quand même un peu ça. Se mettre les gens dans la poche, voilà une nouvelle formulation, j'adore. Merci Anne. Et donc, quand j'ai vu mon profil, j'avais pas vraiment conscience de ça. Oui, je suis quelqu'un qui parle aux gens dans les ascenseurs, mais j'avais pas réalisé. Et ensuite,
Et quand j'en ai vraiment pris conscience, en fait, maintenant, je l'utilise un peu comme un défi. Donc, j'arrive dans une pièce où je connais personne, j'arrive dans un événement personnel ou professionnel, je connais personne, et je me dis, OK, Anne, c'est ta responsabilité, parce que comme j'ai responsibility aussi un peu plus loin, je me dis, c'est un exercice, c'est un jeu. Tu vas te connecter avec des gens, tu vas essayer de trouver des connexions, faire des rapports, faire des bons mots, etc. Et c'en est presque un défi d'utiliser ça. Et ça peut être aussi personnel. Parfois, tu arrives à une fête d'anniversaire où tu connais personne, ben soit tu restes dans ton coin toute la soirée, soit tu essaies de trouver des liens, quoi. J'ai commencé ma carrière dans des jobs plutôt de processing, l'administration des ventes, et vraiment le déclencheur, en fait, ça a été quand j'ai vu des gens autour de moi. Et j'ai compris la différence entre faire et faire savoir. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas faire savoir. Donc j'ai fait pendant longtemps, et depuis que j'ai appris cette différence, en fait, je me suis servi de mes talents d'influencing, parce qu'en numéro 6, j'ai communication, j'ai Woo en 8 et j'ai compétition. Et donc je pense que c'est cette capacité, et ça marche bien aussi en change management, et c'est cette capacité de mettre les gens en action, en fait, de se projeter, en fait, dans l'action et d'embarquer vraiment. Enfin, c'est influencing, c'est ça pour moi. C'est pas de la manipulation, c'est d'embarquer les gens pour aller là où on veut aller collectivement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que on peut être à la fois, je crois, doueuse, entre guillemets, très motivée par le fait d'être dans le concret, dans le pragmatique, dans le fait de faire avancer les choses, et en même temps dans le faire savoir et le fait d'embarquer. Et c'est ça que, en fait, c'est peut-être une de tes singularités sur lesquelles on peut mettre. Ouais, je pense qu'avec ça m'a permis aussi d'accéder à d'autres types de fonctions. Oui. Qui n'étaient pas accessibles pour moi tant que j'avais pas découvert, en fait, ce potentiel d'influence. Si on regarde un petit peu tout ça sous l'angle collectif, sous l'angle décoder les autres, et sous l'angle de toi en tant que manager, parce que tu es devenu manager assez rapidement, et tu as dit mon style a vraiment changé. Alors mon style a changé pour plein de raisons, hein. D'une part parce que je suis quand même moins dans des jobs de processing qui t'obligent quand même en tant que manager, à faire suivi de la performance naturellement. Aussi parce que entre-temps je suis devenue un internal coach, donc ça veut dire que Criteo m'a formé, mais a formé cinquantaine, soixantaine de personnes en différentes vagues en externe, pour que maintenant on coach des employés. Donc ça veut dire on est paired. Vous êtes en binôme? Voilà, on est en binôme pour un temps de 4 mois. Donc on est une soixantaine de coachs qui coachons des employés tous les 4 mois, comme ça, dans une nouvelle cohorte. Okay. Et donc ça marche super bien, on a de super résultats. Alors je fais un arrêt sur image. Qu'est-ce que ça crée comme impact? Qu'est-ce que ça donne comme résultat, en fait, cette initiative? Moi, au titre personnel, c'est pareil, je suis rentrée dedans en étant très très sceptique. Je suis rentrée dans le coaching d'une façon un peu détournée, c'est-à-dire que j'avais un manager il m'a fait découvrir une autre façon de manager. Et quand il est parti, en fait, je lui ai dit, tu m'as fait découvrir une autre façon de manager. Il m'a dit, mais tu sais, c'est juste des techniques, Anne, et notamment c'est des techniques de coaching, avec, par exemple, les questions ouvertes. Parce que je me rappelle, en fait, je devais faire une présentation de change management à notre CEO à l'époque, parce qu'en fait, on avait acquis une société russe durant la guerre. Alors, durant la guerre en Ukraine. Voilà. Alors, la société n'était pas russe parce que son siège social était en Angleterre, mais elle a été fondée en Russie, donc la majorité de l'effectif était en Russie, donc c'était extrêmement compliqué. Sacré challenge et contexte vraiment délicat. Voilà. Et en change management, c'était un bon exercice aussi. Et donc je devais faire cette présentation pour notre CEO de l'époque, et plutôt que me dire là tu vas faire ça, là tu vas faire ça, en fait il m'a dit mais qu'est-ce qui est important à ton avis pour notre CEO? Et le premier jour de l'acquisition, à ton avis, qu'est-ce qu'elle veut, Mégane? Et en fait, ça a tout changé pour moi, parce que j'étais habituée à ce que le manager il me dise là, tu vas écrire ça dans la case, ici tu vas mettre le truc en bleu, des trucs un peu directifs comme ça. Et en fait, on a fait 2 itérations, je crois, sur ces slides, mais j'ai découvert une méthode que je ne connaissais pas. Ok. Et donc, comment t'as embarqué ça, du coup, dans ta pratique à toi de manager?
Ah ben moi je trouve ça fantastique cette histoire de qu'est-ce qui t'empêche de dormir, enfin je l'utilise beaucoup, notamment parfois je me retrouve dans des projets où la nature du projet je connais pas bien vraiment le contenu quoi, le contenu, voilà. Et c'est en fait c'est une technique qui marche très bien. Notamment ça c'est une question que j'adore. Qu'est-ce qui empêche le leader, qu'est-ce qui empêche le sponsor de ton projet de dormir à ton avis? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour lui? Des choses comme ça. En fait c'est très puissant. Parce que ça te permet d'apporter des réponses à des gens qui ils peuvent, enfin, des fois tu sais pas ce que l'autre pense. Bien sûr. Et tu sais pas ce qui est important et comment tu peux faire la différence. Oui. Et en fait, en se mettant dans ces chaussures, tu peux faire la différence, même si t'as pas un savoir étendu de son job spécifiquement. Je crois que tu as aussi pas mal d'exemples de vécus, de complémentarité de talents et de manières de décoder les autres. Raconte un petit peu parce que par exemple en ce moment je travaille avec des gens, on a partagé nos profils. Alors ça c'est vrai que c'est un des grands bénéfices de travailler dans une organisation qui a fait de Clifton Strengths ou en tout cas de cette approche-là un langage commun. Donc j'ai accès au profil de mes collaborateurs ou collègues et notamment je pense à 2 personnes. J'ai une collègue qui a Futuristic en numéro 1. Moi je le vois en action, la façon dont elle le met en action c'est très poussé. Qu'est-ce qu'elle arrive à faire? Elle fait des plans sur 6-12 mois. Donc tout est extrêmement bien préparé. Mais parfois, ça peut manquer un peu de spontanéité. Et aussi, ce que j'ai vu, c'est parfois, si tu vas trop loin dans le plan, en fait, le plan a le temps de changer. Oui, surtout chez Criteo. Voilà. Donc, le changement, c'est un peu l'évolution, la révolution permanente. Enfin, c'est ma perception extérieure. Voilà. Donc, c'est bien d'anticiper. Ça, en fait, c'est le principe d'anticiper, son futuristique. Mais quand tu anticipes trop loin, parfois, en fait, tu fais du gâchis. C'est un peu du gâchis parce que en 6 mois, l'orientation peut avoir changé. Et c'est vrai que quand j'ai découvert son profil, ça m'a quand même aidé à me dire oui je comprends mieux. Oui. Et c'est vrai que si j'avais pas accès à son profil, je pense que j'aurais pensé qu'elle était un peu rigide et que ça m'aurait peut-être un peu, moi je suis pas perché, trop comme ça, voilà, ça aurait peut-être été un peu frustrant pour moi, mais en le découvrant je me suis dit ok, sachant ça, qu'est-ce que moi je peux faire et comment on peut travailler et qu'est-ce qui serait un peu le compromis en fait entre nous deux. Le compromis harmonieux. Voilà, le compromis harmonieux de travailler ensemble. Il y a aussi d'autres exemples que tu t'avais mentionné autour de quelqu'un, je crois qu'il y avait un talent pas très fréquent là, Significance. Voilà, et je crois que la métaphore de Significance c'est être sous le spotlight. Mais moi ce que j'ai vu c'est que c'est pas nécessairement ça, en tout cas, ça peut être des gens qui veulent travailler sur des projets à visibilité ou des projets structurants, des projets importants selon leurs standards. C'est ça. En fait, c'est le talent de l'impact qui a besoin de faire un impact visible. Ça veut pas dire être sous les spotlights. Vraiment, je le dis. Pour vous qui nous écoutez, qui avez peut-être ce talent-là, c'est pas vous et rien que vous, la star. Mais en revanche, c'est important que vous puissiez contribuer à une différence visible. Et donc moi qui ne suis pas quelqu'un qui spontanément cherche ça. Voilà, quelqu'un dans mon équipe qui a plutôt ça. Et du coup, j'en ai parlé avec elle et avec l'équipe en disant mais franchement, ce qu'on fait, on fait plein de trucs qui sont vraiment super, mais c'est assez méconnu. Et je pense que c'est intéressant en fait pour les employés de savoir ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener un petit peu d'informations, mais à un niveau. L'idée, c'est pas de se valoriser pour se valoriser. C'est au profit en fait des employés. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour eux? Il faut trouver le bon curseur parce que faut se mettre au niveau de gens qui sont pas forcément dans ton projet ou dans ton job. Ouais. Et voilà. Et donc elle avait des idées d'action, de visibilité que j'avais pas en tête. Oui, tout à fait. Et peut-être comment on peut embarquer les gens sur qu'est-ce que ça va changer de positif pour eux aussi. Voilà, c'est ça. Et puis what is it for them? C'est ça. Qu'est-ce que ça change pour eux et comment ils peuvent intégrer cette information? C'est rare d'avoir quelqu'un au micro là qui a cette vision d'organisation, qui choisit les talents, d'organisation qui développe le coaching interne, qui développe aussi une culture autour de la conduite du changement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça pour peut-être comme partage de bonnes pratiques et de choses dont tu as vu qu'elles fonctionnent. Enfin vraiment nous partager ton expérience.
Il y a plein de choses parce que chez Criteo on fait beaucoup de choses. On a aussi la culture de feedback. Donc on a été tous formés à des méthodes de feedback à la fois formelles et informelles. Et puis donc il y a cette culture talent qu'on a internalisée. Et ça c'est un double intérêt parce que dans le profil quand l'employé fait son assessment, ensuite on fournit une séance de coaching, un débrief individuel pour tout le monde. Voilà. Okay. Alors en individuel et ensuite en collectif. Donc en fait, avant de faire un workshop collectif, on fait un débrief individuel de qu'est-ce que ça veut dire pour toi, lequel te parle le plus, lequel te parle le moins, et puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'utiliser encore plus et pour le maximiser. Donc vraiment dans ce côté intentionnel en fait de partir d'un talent pour en faire une force. Donc ça en fait c'est intéressant pour eux en tant qu'employés parce que tu gagnes beaucoup en fait d'informations sur toi. Comme je vous ai parlé de Positivity et tous les talents que, à titre individuel, j'avais découvert à l'époque. Et puis ensuite, dans le collectif, donc qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe, comment on fonctionne encore mieux, qui a quoi, et il y a des choses sur lesquelles on pourrait utiliser plutôt toi plutôt que moi, etc. dans le dispatch entre guillemets des tâches. Donc c'est vraiment individuel et collectif. Ouais, donc vous articulez vraiment les deux. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, je partage complètement. On essaye de faire ça, nous aussi. Ça peut parfois être d'abord le collectif, la découverte tous ensemble, et ensuite l'approfondissement, selon les contextes, selon les enjeux. Mais en tout cas, c'est certain que les deux créent vraiment de l'impact, pour le coup. Et puis moi, je m'en sers aussi quand je suis en binôme avec dans mes coachings individuels. Oui. Quand je suis en binôme avec quelqu'un qui a fait son assessment, on travaille aussi là-dessus vers ton objectif. En fait, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui correspond à ce que tu fais naturellement, donc ton top 10, 11, 12, pour accéder à ton objectif. Oui, c'est ça. Comment tu deviens agile avec toi-même. Voilà, c'est ça. Super. Tu parlais de culture du feedback. J'avais envie de m'arrêter un instant là-dessus parce que la culture du feedback, c'est quelque chose dont tout le monde parle. Alors, feedback is a gift. Le feedback est un cadeau. Le feedback ceci, il faut de faire du feedback. Et c'est aussi quelque chose dont tout le monde dit, oui, mais en fait, on est formé puis on le fait pas, ou on n'y arrive pas, ou c'est dur. Alors, qu'est-ce que tu pourrais partager là-dessus qui, de ton expérience, vraiment fonctionne et utile? Alors moi, je dirais il y a deux choses. Donc, on a été formé à feedback is a gift il y a 7 ans, il y a longtemps. En fait, il y a à la fois un minimum de technique, même s'il y a beaucoup de spontanéité dans le feedback, mais il y a aussi une culture dans le sens où en fait, c'est OK en fait que moi je te donne du feedback. C'est une légitimité à se donner du feedback l'un à l'autre. Donc ça, c'est intéressant en fait, parce qu'au-delà de la technique, tu as le droit. Tu vois, tu es dans une entreprise, tu es dans un contexte en fait qui t'encourage et qui te légitime en fait dans ton feedback. Donc en fait, on a été formés officiellement, mais bon, c'était il y a 7 ans, il y a plein de gens qui étaient pas là non plus. Donc ça fait aussi partie en fait de tous nos programmes de développement, nouveaux managers existants, leadership journey, tu sais, qui est pour tout ce qui est top talent. En général, il y a toujours un petit module sur la culture du feedback. Et aussi, c'est intégré dans nos process. Donc, à quelle fréquence, je sais plus, si c'est tous les 6 mois, tous les 3 mois, tu es encouragé, c'est optionnel, tu es encouragé à demander du feedback via la plateforme Workday à tes collaborateurs. Donc, il y a des questions prédéfinies, mais tu peux aussi en faire naturellement. Voilà, donc ça peut sembler un petit peu mécanique, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça te légitime. Tu vois, et donc ça veut dire que toi tu es prêt à recevoir et tu es prêt à donner. Et c'est cette culture en fait de la légitimité du feedback qui est aussi intéressante et même je pense plus intéressante que la technique de comment donner du feedback. Oui. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait sur les talents, c'est-à-dire que la technique ou le coaching, la technique c'est une chose et après l'incarnation et l'autorisation c'est autre chose. Et de travailler dans un environnement comme ça de bienveillance, parce que c'est pas en général t'es plutôt dans la bienveillance dans le feedback. C'est comment on peut faire encore mieux, quoi. Comment tu peux changer et t'adapter, qu'est-ce que tu pourrais faire différemment en fait.
Anne, on arrive à la fin de notre entretien. Je sais que tu as un planning chargé. On est tous un petit peu là. Merci beaucoup de tout ce que tu as partagé avec nous. J'ai quand même envie de te poser une toute dernière question pour conclure. En tant que praticienne, donc doueuse, entre guillemets, du changement, mais aussi influenceuse du changement, qu'est-ce que tu peux nous livrer comme inspiration ou comme meilleure pratique qu'on pourrait, nous, te piquer pour la faire aussi? Alors, nous, on a orchestré beaucoup de changements au sein de l'équipe transformation à différents niveaux transverses. Voilà, je te parlais de l'acquisition d'une société russe, mais ça, c'est un des nombreux projets. En fait, j'ai envie de dire deux choses. Déjà, il faut que les leaders s'impliquent. C'est le rôle du sponsor. Donc, en fait, quel que soit le projet, le changement que tu veux insuffler, il faut que tu aies un sponsor, en fait, qui soit capable d'en parler et un sponsor visible. Pas seulement un sponsor sur une slide de PowerPoint, un sponsor visible, donc qui s'implique, qui transmet des messages, qui relaie l'impulsion. Et aussi, pour moi, ce qui est essentiel, c'est le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence, qu'est-ce qu'on met là-dedans? C'est pas forcément de l'urgence de demain, mais en fait, pourquoi tu veux faire ce projet et qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas ce projet? Donc, c'est dans ce sens-là que je te parle de sens de l'urgence. C'est pas de l'urgence timée, entre guillemets, mais c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, si tu le fais pas. Et en fait, pour moi, ces deux choses-là, c'est vraiment fondamental. Évidemment, on pourrait parler de change management pendant des heures, mais c'est les deux pierres angulaires pour mettre les gens en action. S'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est un leader visible et qui comprennent en fait que on est obligé de passer par là pour X et Y raisons et qu'il y a une bonne raison d'insuffler un changement. Un grand merci de ma part et je pense de la part de tous les auditeurs. Alors, si on veut te contacter, j'imagine peut-être sur LinkedIn. Anne Bierry. Voilà. Pour ma part, je vous remercie de nous suivre. Abonnez-vous au podcast, c'est important pour nous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes sur Apple. Et enfin, bien sûr, on est toujours ouvert à des conversations, à des échanges. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au Labo des Talents pour juste papoter un peu de talent et de changement. Voilà, à très bientôt sur Culture Talent. Merci Florence.